Et si la justice n'avait absolument rien à voir avec la morale? C'est une idée assez folle, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément le concept audacieux qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va plonger ensemble dans un texte qui bouscule complètement notre vision habituelle du crime et du châtiment. Alors, allons droit au but avec la question centrale, celle qui sous-tend tout le raisonnement. Est-ce que la justice a vraiment besoin d'être morale? La plupart des gens répondraient oui sans hésiter. Mais attention, le texte qu'on examine avance que non seulement la réponse est non, mais que mélanger les deux serait même carrément dangereux. Et la réponse du texte, elle est cash. C'est un non, catégorique. L'idée de fond, c'est que dès qu'on se met à créer des lois basées sur la morale d'un groupe particulier, on commence inévitablement à rogner sur la liberté individuelle. C'est une perspective vraiment radicale qui prend à contre-pied la quasi-totalité des systèmes judiciaires qu'on connaît. D'accord, mais comment est-ce que ça peut fonctionner, une justice sans morale? Ça paraît contre-intuitif. Eh bien, la toute première étape, d'après notre source, c'est de tracer une ligne très très claire dans le sable entre ce qu'est le droit et ce qu'est la moralité. Regardons un peu cette distinction. D'un côté, on a le droit. Le texte le présente comme quelque chose d'objectif, de factuel. Il serait basé sur des droits naturels, universels, du genre le droit de ne pas se faire agresser. C'est stable, ça ne bouge pas. Et de l'autre côté, on a la moralité. Là, c'est tout l'inverse. C'est subjectif, ça dépend des préférences d'une communauté à un endroit et en moment précis. C'est donc par définition changeant et local. C'est vraiment cette séparation nette qui est la clé de voûte de toute la pensée. Et le problème, quand on commence à mélanger les deux, c'est que ça devient vite le chaos. Quand la justice essaie de juger la moralité d'un acte, quelque chose de super subjectif et complexe, elle perd son impartialité. Le texte nous dit que ça mène tout droit à des décisions arbitraires où la sentence va dépendre davantage de l'humeur ou des valeurs personnelles du juge que d'un principe de droit solide et prévisible. Bon, d'accord. Si on enlève la morale de l'équation, alors, à quoi sert la justice? Si son rôle, ce n'est pas de punir le mal, qu'est-ce que c'est au juste? La réponse, en un mot, la restitution. L'idée est en fait assez simple. Un crime, ce n'est pas vu comme une offense contre la société ou une quelconque idée morale. Non, c'est un préjudice, un dommage direct causé à un individu spécifique. Du coup, le seul et unique but de la justice, c'est de s'assurer que le criminel répare ce dommage. Le but, c'est de remettre la victime dans l'état où elle était avant le crime. Mais alors, comment on la calcule, cette dette? Eh bien, le texte propose une sorte de formule, en 3 étapes très concrètes. D'abord, on calcule le dommage matériel direct, la valeur d'un objet volé, les frais d'hôpital, ce genre de choses. Ensuite, on ajoute tous les frais de justice engagés par la victime. Logique, elle ne devrait pas avoir à payer pour obtenir réparation. Et enfin, on ajoute un montant pour le préjudice moral, le traumatisme, qui a aussi pour but de dissuader le criminel de recommencer. C'est presque mathématique, ce n'est pas un jugement de valeur. Et cette comparaison, elle est vraiment parlante. D'un côté, le système qu'on connaît. Le criminel va en prison pour payer sa fameuse dette à la société, ce qui coûte d'ailleurs de l'argent aux contribuables. Et pendant ce temps, la victime, elle, ne touche rien. De l'autre côté, dans le modèle proposé, le criminel a une dette, oui, mais une dette concrète envers la victime. L'argent va donc directement de la poche de l'un à la poche de l'autre. La justice est au service de la victime, pas d'une idée abstraite. D'accord, ça soulève une question évidente. S'il n'y a plus de prison, qu'est-ce qui empêche les gens de commettre des crimes? C'est la grande objection, bien sûr. Sans la peur de la prison, qu'est-ce qui garantit l'ordre? La réponse du texte est assez fascinante. La sanction la plus efficace ne viendrait pas de l'État, mais de la société elle-même, de manière spontanée. Et ce mécanisme, c'est l'ostracisme. L'idée, c'est que la punition ultime, ce n'est pas d'être enfermé entre 4 murs, mais d'être mis au banc de la communauté. Si quelqu'un refuse de payer ce qu'il doit, ou s'il est un danger public, les autres peuvent tout simplement décider de ne plus avoir affaire à lui. Et c'est ça le point crucial. Dans une société qui repose sur l'échange volontaire, sur le commerce, la réputation, c'est la monnaie la plus précieuse. Si personne n'a plus confiance en quelqu'un, plus personne ne voudra faire affaire avec cette personne, ni l'embaucher, ni même lui vendre à manger. C'est une sorte de mort sociale. Et ça, c'est potentiellement bien plus dissuasif que la prison. Mais alors, quid des crimes les plus horribles? Ceux où une compensation financière semble presque une insulte face à la souffrance de la victime. Et le texte ne cherche pas à esquiver cette question. Bien au contraire, il la pose de la façon la plus brutale qui soit. Face à la perte d'un enfant, le réflexe, le désir de vengeance est profondément humain. Comment est-ce qu'un tel système peut gérer ça? C'est là que le texte introduit une autre distinction fondamentale, celle entre la vengeance et la justice. La vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent. Son but, c'est de faire souffrir l'autre autant qu'on a souffert. La justice, dans la perspective qu'on explore, a un objectif radicalement différent. Réparer, restaurer. Ce n'est tout simplement pas la même logique.
L'argument avancé, c'est que répondre à un crime par un crime identique, c'est s'engager dans un cycle de violence sans fin. C'est un peu comme une rangée de dominos. Une fois que le premier tombe, les autres suivent. La véritable justice, selon cette philosophie, aurait pour rôle de stopper la chute des dominos, de briser le cycle, pas de le continuer. Ce qui nous amène à une dernière idée qui vient bousculer nos certitudes sur le crime et la punition. On entend cette phrase partout. Un criminel doit payer sa dette à la société. Mais le texte nous invite à nous arrêter 2 secondes et à poser une question toute simple mais assez déstabilisante. C'est qui, au juste, la société? Et comment est-ce qu'on peut avoir une dette envers une entité aussi vague? L'argument est le suivant. La société, c'est une abstraction. Ce n'est pas une personne. On ne peut pas signer un contrat avec la société. On ne peut pas lui faire du mal directement. Dans cette logique purement juridique, l'idée d'avoir une dette envers elle n'a tout simplement pas de sens. Ce modèle ramène donc tout à l'individu. Le raisonnement est imparable, si on suit sa logique. Le droit ne régit que les relations entre des personnes réelles. Un crime, c'est donc toujours la violation des droits d'une personne réelle. La conclusion, c'est que la seule dette possible est celle qu'on a envers la victime, la personne concrètement lésée. Il n'y a pas de place pour un créancier fantôme comme la collectivité. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est que dans ce système, une fois que la victime est indemnisée, la dette est éteinte. Point final. La justice a fait son travail. La vie de la société n'entre même pas en ligne de compte. Au final, toute cette exploration nous ramène à une question fondamentale, un choix entre 2 conceptions du monde. Le véritable but de la justice, est-ce de réparer un dommage concret, ou est-ce de satisfaire notre besoin de voir le bien triompher du mal? C'est la question qui reste en suspens.